On va lever ça ici pour aller rejoindre notre chroniqueur Vincent Geloso. Vincent, je comprends que tu nous parles d'économie, professeur à George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Mais évidemment, la guerre, ça fait aussi partie de l'économie, hein? Ça fait partie du monde. Écoute, je peux pas te dire le contraire de ce que tu viens de me dire là. Ça fait partie, en fait, de... Quand tu fais, il y a un article très connu en économie qui fait une liste des inventaires des choses que si tu les fais pas, tu es garanti de pas être un pays pauvre. Et il y en a 3. Un, c'est le socialisme. 2, c'est l'autarcie. 3, c'est des guerres récurrentes. Si tu fais aucune de ces 3 choses-là, tu es garanti de ne jamais être un pays pauvre. Ouais. Non. Ça en dit long. OK, on s'en va vraiment ailleurs. Tu as écrit un texte vraiment intéressant dans le Globe and Mail, signé Vincent Geloso. Et là, tu te feras pas des amis à Post Canada. J'en avais pas beaucoup déjà. Non, bon, ben parfait. Tu nous parles de privatiser Post Canada. Ça fait longtemps que je me demande pourquoi ça n'a pas déjà été fait. Écoute, je te dirais que je me pose un peu la même question, largement parce que Post Canada, depuis que c'est devenu, avant c'était un ministère, depuis c'est devenu une société de la couronne, et à chaque fois qu'ils ont des difficultés financières, ils passent la facture aux consommateurs via une augmentation du prix des lettres domestiques. Et c'est largement, en fait, parce que sur les lettres domestiques, il n'y a aucune concurrence qui est permis pour pour à peu près 80 à 85% du marché canadien, il n'y a pas de concurrence. Le reste, c'est la concurrence existe uniquement sur les colis, donc toutes les choses Amazon que vous recevez. Mais tout le reste, il n'y a pas de concurrence. Les lettres, il y en a, parenthèse, il y en a quand même beaucoup moins. Là. Disons que c'est pas un domaine en expansion. Mais puis ceci explique peut-être cela aussi. Mais effectivement, quand vous écrivez une carte de fête, une lettre, un chèque, un ci, un ça, c'est automatiquement Post Canada. Mais pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi une société de la couronne? Écoute, une société de la couronne, c'est-à-dire que c'est comme la SAQ à toute fin pratique. La SAQ, c'est une société qui se gère elle-même. Il n'y a pas un ministre qui décide de comment elle est opérée. Donc, il y a quelqu'un qui est nommé, qui est en charge de la gestion de la corporation, mais c'est la même chose avec Post Canada. C'est un peu comme la SAQ. Et son objectif, c'est, à toute fin pratique, c'est de faire la livraison de lettres. Et l'argument qui est fait, c'est ce qu'on appelle le Universal Postal Obligation. C'est qu'il faut que tout le pays soit servi. Et la prémisse de Post Canada, c'est que tout le pays doit être servi à un prix qui est le même pour tout le monde. Parce qu'habituellement, si on compare ça à la SAQ, le mandat, c'est aussi de faire des profits. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui se passe. Ça ne veut pas dire que le contribuable / consommateur est gagnant. Chaque fois que Post Canada réussit a des difficultés financières, c'est la même chose qu'ils font depuis 1981. Ils augmentent les tarifs pour les consommateurs. Donc, les consommateurs doivent payer davantage. Et si tu regardes le prix du timbre depuis, disons, 1981, il augmente toujours plus vite que l'inflation. Par contre, dans des pays où ce qui s'est passé, c'est qu'on a soit ouvert à la concurrence, donc on a dit, écoutez, on va enlever l'opérateur, on va enlever le monopole à l'opérateur postal de l'État. On peut laisser l'opérateur postal de l'État, mais on va juste ouvrir à la concurrence. Mais là, ce que tu vois, c'est que les hausses de prix commencent à se modérer, donc ils sont moins importantes. Et où on privatise. Bien, ce qui se passe au final, c'est que tu vois, en fait, les 3 grands privatiseurs sur les années 90, c'était l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Dans les 3 pays, dans les 10 ans qui ont suivi la privatisation, les prix ont baissé. Oh. Et chaque fois que les compagnies ont des difficultés financières, qui doivent s'adapter aux nouvelles technologies, ben c'est pas le contribuable qui se retrouve à payer, soit parce que l'État doit prêter des fonds, soit parce que l'État doit faire des garanties de prêt. C'est la compagnie, les actionnaires qui doivent payer. Donc, le contribuable dans ces pays-là, en plus, c'est délesté d'une obligation qu'il avait que nous, en plus de se faire charger davantage comme consommateurs au Canada, en plus, on est comme contribuable un peu responsable de la sous-performance de Post Canada parce qu'il faut que, quelque part, s'il y a des déficits récurrents, quelqu'un doit les éponger. Et généralement, c'est
les contribuables. Là, tu nous as nommé les 3 exemples où vraiment on a pris un service postal étatique et on l'a privatisé. Ici, c'est pas qu'un exercice qu'on a fait souvent, mais ils l'ont fait. Ils ont nommé les pays. Effectivement, les chiffres que tu donnes, ça a baissé partout. 11 cents en Autriche, 15 cents aux Pays-Bas, 17 cents de moins en Allemagne. C'est parce que j'ai ton texte pour ça. C'est correct, Astérix. Et par contre, en Europe, on a ouvert la compétition depuis 2013. Il est arrivé quoi dans les autres pays? Comment ça fonctionne? Donc, ils ont encore, je prends un exemple au hasard, là, la France a donc encore son service postal de l'État, mais donc on a permis de la compétition? Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une directive de la Commission européenne en 2013 qui est adoptée. Et la directive dit qu'il n'y a plus de domaine réservé pour les postes. Donc, toutes les lettres, généralement, c'est ce qu'on appelle les lettres de 50 grammes et moins, et celles-là sont ouvertes à la concurrence. Et ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'on a des enquêtes sur les prix postaux, et dans tous les pays qui avaient des opérateurs publics, les prix augmentaient très vite. Comme avant. Ici, ouais. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que la vitesse d'augmentation s'est ralentie avec la libéralisation. Donc, c'est une excellente chose. C'est-à-dire que ça a créé une sorte de frein sur la croissance des prix, mais ça n'a pas causé une baisse. Ce qui cause une baisse, c'est l'effet conjoint de privatiser et de libéraliser, parce qu'au final, tu es obligé tu délaisses des contribuables qui deviennent gagnants de ne plus avoir à payer d'impôts pour éponger les déficits, mais en plus, tu crées un mécanisme à l'intérieur de la société qui est le premier joueur à contrôler ses coûts, à améliorer la qualité du service. Et donc, tu as dans ces cas-là une amélioration, une baisse des prix, en fait, ajustée pour l'inflation. Donc, il faut que tu ailles écoute, j'allais dire la Sainte Trinité, mais en gros, c'est la Sainte, je sais pas c'est quoi l'équivalent de Trinité pour deux, mais les deux dualité. Ensemble. La Sainte Dualité, ça serait mieux comme ça. Tu veux la Sainte Dualité de la privatisation et de la libéralisation. Autre affaire que tu nous dis, puis que je savais pas dans notre texte, donc la Société de la Couronne, la Poste Canada, quand ils ont besoin d'argent, pourquoi tu écris que ils ont moins de frais, ils ont moins de taux? C'est quoi ils ont un passe-droit, eux autres? Ben, la raison, c'est il faut comprendre que Poste Canada, contrairement à n'importe quelle autre société privée, donc c'est une compagnie privée qui décide de faire des services, disons, de colis, parce que le colis est permis au Canada, ben, tu dois payer des impôts corporatifs. Poste Canada n'en paye pas des impôts. Ça, c'est incroyable. Pas être capable de faire de l'argent, tu payes pas d'impôts. Et quand tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin non plus de passer par les banques, tu n'as pas le même taux d'intérêt. Ben c'est ça, c'est là le point, c'est le deuxième point, tu viens juste de mettre le doigt dessus. C'est parce que c'est une société de la Couronne, toutes les institutions financières comprennent qu'il y a un créditeur quelque part qui existe, qui s'appelle le contribuable, qui fait que si la banque ou quelqu'un prête de l'argent, il y a quelqu'un qui va venir compenser la personne qui passe les fonds, c'est-à-dire c'est le contribuable qui va se retrouver avec la facture. Aucune compagnie privée a ce problème-là, a cet avantage-là. Quand tu es une compagnie privée et que tu empruntes, c'est tous les risques qui sont portés par toi et la personne à qui prête va te dire, ben, je vais te charger plus d'intérêt pour ça. Mais ici, comme le contribuable peut se retrouver avec la patate chaude en cas d'échec, ben, c'est plus facile. Les institutions financières et les gouvernements aussi sentent qu'ils sont capables de offrir des fonds à beaucoup moins que ce que le taux du marché vaut. Et donc, Poste Canada est capable souvent de se renflouer à des coûts nettement inférieurs que toutes les autres. Donc, implicitement, à toute fin pratique, c'est ça que je dis, les contribuables sont responsables éventuellement de tous les échecs de Poste Canada. Ben c'est ça. Puis, essaye d'être une compagnie puis te dire qu'éventuellement, si tu fais pas ta job comme il faut, tout le monde va payer. Il y a quelqu'un qui consomme pas tes services puis qui en veut pas de tes services qui va devoir payer. C'est sûr que tu risques d'être un petit peu moins diligent dans la provision de tes services. Pourquoi on s'accroche? Est-ce que là, c'est bizarre parce qu'on sort de l'économie, mais qu'est-ce qui fait qu'on y tient tant que ça? Puis en même temps, je sais pas si on y tient tant que ça, mais on laisse l'impression que hey, Poste Canada, c'est un bijou, ça, faut faire attention, faut garder ça. T'sais, un peu comme Radcan, ça fait quand même une couple d'années que les conservateurs essaient d'envoyer Radcan un peu vers la privatisation, puis dans couper des fonds, puis etc. Mais on dirait que, c'est la nostalgie qui fait qu'on est accroché sur ces vieilles affaires-là, puis qu'on bouge pas? Pourquoi il n'y a pas un parti encore qui a proposé ça déjà? Je te dirais que, généralement, la réponse que j'ai
en opposition à la privatisation puis la libéralisation, c'est l'idée que le Canada, c'est un tellement grand pays. Donc, que les gens dans des régions plus éloignées auraient plus de difficultés de service. Mais cet argument-là, ça veut pas dire que c'est une bonne idée quand même d'avoir une société d'État qui essaie de faire le même prix pour tout le monde. Tu devrais laisser le marché essayer de le faire puis d'avoir des prix qui s'ajustent. Et on a au Canada ce qui s'appelle, et je sais pas c'est quoi le nom en français, mais en anglais, c'est si tu fais sur ton rapport d'impôt, si tu es dans une des régions très éloignées du Canada, où est-ce qu'à peu près 2 ou 3 % de la population vit, parce qu'il faut se rappeler que les Canadiens vivent pas mal tous sur le bord de la frontière avec les États-Unis, où la densité de population effective est plus importante, mais qu'il y a une petite proportion de gens, eux, sur leur rapport d'impôt, la ligne 25 500, c'est pas une joke, c'est le Northern Residence Deduction, qui dit que si tu es dans une région éloignée, tu peux avoir une déduction pour, justement, les coûts de vie de vivre, par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest ou des choses comme ça. Ben, tu pourrais dire, à cause qu'on a privatisé et libéralisé la Poste, on pourrait aussi bonifier cette déduction-là et arrêter de faire en sorte que tous les Canadiens qui vivent dans des endroits densément peuplés doivent payer très cher pour des services postaux. Ça serait beaucoup mieux d'y aller comme ça que d'y aller avec un monopole public sur une grande portion du marché postal qui met les contribuables responsables des déboires. Ça serait beaucoup mieux d'y aller avec une mesure ciblée qu'autre chose. Mais je pense qu'il y a de l'émotion pareil. Tu sais, les gens, là, c'est l'espèce de moi, je me souviens pas, ce Canada, c'est grand, c'est le Canada. Je pense qu'il y a là-dedans de l'espèce de nostalgie mal placée. Puis je le vois à plusieurs niveaux. Radcan, c'est un peu la même affaire. Je veux pas dévier complètement le sujet. Mais t'en veux-tu une comique? Ouais. J'ai un article scientifique dans un journal qui s'appelle Journal of Government and Economics qui regardait le marché postal au Québec avant que l'État décide de s'en occuper parce que pendant longtemps, l'État disait qu'il y avait un monopole, mais il était tellement pas capable de le faire respecter que tout le monde faisait des lettres privées. Okay. Et le marché privé au Québec, avant que le gouvernement décide d'essayer de demander aux contribuables d'être responsables, faisait autant de lettres que l'État après qu'il se soit mis à intervenir, mais il le faisait pour moins cher. Donc, historiquement, en fait, on a même, ça vient du 19e siècle, que je te dis. Ouais. Le marché privé était capable de le fournir et il n'y a aucune raison de croire que c'est impossible de le faire. Je comprends le romanticisme la belle qui époque vient avec ça, mais en même temps, à un moment donné, si ça fait que tu dois demander à des gens de payer plus cher pour quelque chose, pour que toi, tu te sentes bien émotionnellement avec ton symbole, écoute, go for it, mais ça coûte cher. Il y a un prix qui vient que ça. Pas avoir à payer pour tes lubies. Effectivement. Hey, il nous reste 3-4 minutes. Je t'ai envoyé un texte, puis c'est sorti ce matin, concernant le tourisme de croisière. Et là, c'est un drôle de texte, parce que dans le texte, on a quelqu'un qu'on nomme comme un expert. Là, on parle, je vous rappelle, de tourisme de croisière et d'économie reliée à tout ça. Et notre expert ici, en titre, est un géographe, il s'appelle Luc Renaud. Il est professeur associé au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. Et il nous dit que c'est pas si payant que ça, le tourisme de croisière, mais dans le même texte, il y a un paquet de commerçants dans le Vieux-Québec qui disent qu'ils font des affaires d'or, que ça roule au bout quand il y a des croisières, que les gens achètent plus spontanément, c'est des achats plus compulsifs, même que des boutiques disent faire plus d'argent dans la période des croisières que dans la période estivale. Et le seul argument de notre expert ici, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, je t'ai envoyé le texte tantôt, mais son seul argument, c'est de dire que les chiffres démontrent en général que les touristes de croisière dépensent moins que les touristes qui font des séjours plus longs dans les destinations. En même temps, ça dépend, j'imagine, du nombre de croisières. Donc oui, plus de touristes qui restent moins longtemps, ça reste quand même plus de touristes. Il y a l'autre économie reliée à ça. Beaucoup de gens qui me disaient que, écoute, ces bateaux-là arrivent, faut les ravitailler. Il faut rentrer de la bouffe là-dedans pour 3000 personnes. Il faut mettre de l'essence. Il faut des fois ajuster avec des mécaniciens ici et ça. T'en penses quoi? Parce que je trouve que la finalité de l'étude du géographe Luc Renaud est assez mince. Écoute, je te dirais que je me rappelle une scène dans une série anglaise qui disait que chacun des noms des ministères marque l'emplacement du cercueil
ce que le ministère est supposé gérer. Et le ministère du Tourisme au Québec marque le cercueil du tourisme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si les commerçants à Québec et tous les autres commerces disent qu'un navire qui vient, parce que là, c'est le Queen Elizabeth qui est en ville, apparemment. Ouais. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être 2, 3. Là. Mais il n'y a aucune raison pourquoi un navire qui vient doit être si important que ça pour le commerce de la ville. Et la raison pour laquelle il est aussi important que ça, c'est que en amont, le gouvernement provincial met énormément de barrières sur l'industrie touristique au Québec. On a énormément de licences qui ont été ajoutées, le coût des licences dans les dernières années, le coût de ce qu'on appelle regulatory compliance en anglais, donc de se conformer à la réglementation, a augmenté dans les dernières années. Il y a même un papier d'Industrie Canada qui montre que c'est vrai pour tout ce qui est les petites et moyennes entreprises, généralement en plus. Donc, c'est pas juste spécifique à l'industrie, c'est général en plus. Même chose avec les restaurants, même chose avec toutes les réglementations qui ont été ajoutées sur Airbnb. Et quand tu mets tout ça ensemble, ce que tu as, c'est un marché du tourisme dans lequel l'offre de services touristiques doit diminuer. Et par conséquent, qu'est-ce que tu te retrouves? Bien, tu te retrouves avec moins de touristes. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce que tu me dis, c'est qu'on ne pointe pas à bonne place. Là. Exactement. Au Québec, c'est vraiment sous-apprécié les tendances. Même la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes en parle, mais il n'y a pas assez d'accent qui est mis sur ça, que l'industrie du tourisme la petite entreprise a été énormément réglementée. Ajoute à ça, encore une fois, les efforts contre Airbnb. Ouais. Et ce que tu vois, c'est que par définition, tu as un peu étouffé le marché du tourisme au Québec. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire au marché du tourisme au Québec, c'est de prendre le ministre du Tourisme, le mettre au chômage, prendre le ministère du Tourisme, l'abolir, puis garder uniquement les réglementations de sécurité élémentaire. Donc, tu veux t'assurer que tu puisses avoir une certaine base de sécurité, mais au-delà de ça, tu m'arrêtes ça là. Le ministère du Tourisme, je le répète, marque l'emplacement du cercueil du tourisme au Québec. C'est comme si tu jouais du beau violon dans mes oreilles quand tu dis des affaires de même, Vincent. J'aime beaucoup ça. Wow. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que, tu sais, ce que tu nous expliques là, c'est clair. Tu sais, c'est de l'eau de roche. Tu sais, puis là, je comprends. Puis là, je me dis, OK. Et la réponse du gouvernement à ça, c'est de pitcher des millions et des millions et des millions pour qu'on crée du tourisme. Tu vois bien qu'on s'en va nulle part avec ça, là. Non, mais écoute, c'est triste parce que c'est pas un domaine en économie qui attire énormément de littérature, parce que c'est une petite portion des économies en général. Mais il y a un économiste, Giacomo en France, excuse-moi, qui a écrit sur l'économie du tourisme, notamment un aspect de l'histoire économique du tourisme, et qu'une grande partie de l'émergence des industries touristiques s'est faite où est-ce que l'État n'avait pas du tout planifié ça. Ouais. Que c'était souvent des entrepreneurs qui essayaient d'attirer des clients pour leurs projets et qui essayaient de développer des choses. Puis par accident, ils ont découvert, ça fait ça aussi. Donc, c'est généralement des industries et des réputations d'attractions touristiques qui se sont faites largement en l'absence d'une action de l'État, puis c'est seulement quand le party a commencé que l'État s'est mis à dire « Oh, regarde, c'est grâce à moi. » C'est intéressant. Un peu comme quelqu'un qui arrive au party, puis la fois que le party est pogné, puis dit « Regarde, c'est à cause de moi que le party a pogné. » Mais t'es arrivé une demi-heure après que ça a commencé. Je t'envoie une curve, là, puis on n'a plus de temps, mais je veux juste te dire rapidement, là, Vincent, je viens de lire ça, là, c'est un article qui a été écrit, là, du côté de la Suède, parlant de Nordvolt, et on parle d'une faillite imminente qui s'amène. On parle du plus grand fiasco industriel de l'Europe et des temps modernes. C'est ce qu'on dit. Je l'ai fait traduire par Google Traduction. Vous comprendrez que je maîtrise pas cette langue-là. On dit que ce sera le plus grand et peut-être le plus spectaculaire de l'histoire de la Suède en parlant de supposément d'une future faillite de Nordvolt. Est-ce que maintenant que... Puis ça, ça a été publié pas plus tard qu'hier. Écoute, qu'est-ce qu'on fait, là? Je peux te le dire. Je peux te donner ma réponse en 3 mots. Oui, vas-y donc. 3 mots et en anglais. I told you so. I told you so. Je le disais à Radcan il y a 11 mois. Je le sais, on a contre Daniel Breton puis Patrice Roy, puis je me faisais traiter d'extrémiste pour dire que généralement, les compagnies qui cherchent l'aide de l'État, c'est probablement des compagnies qui sont très mal gérées parce que c'est des entrepreneurs politiques et non pas des entrepreneurs économiques, des entrepreneurs de marché. Et le résultat, ce que tu vois, c'est que tu as des bonnes chances d'avoir un échec.
Et c'était une bonne idée pour moi de parier qu'il allait avoir un échec. Et il y a eu un échec. Et je vais pouvoir dire I told you so, I told you so. T'es un pisse-vinaigre qui est souvent sur le target. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que je peux? Salut. Merci, Vincent. Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal.